maladie et puis pour assurer aussi que cet oiseau-là ait tous les nutriments dont il a besoin. Donc, on ne donnera pas à un oiseau de proie la même diète qu'on va donner à un chien ou à une perruche, par exemple. Les oiseaux de proie en captivité ont ce besoin physiologique de se nourrir d'autres animaux au complet. Donc, ils vont manger un autre animal au complet. Donc, tu gardes ici, tu élèves tes propres oiseaux qui vont servir de nourriture à tes oiseaux de proie. OK. Étant donné que je fais l'élevage et la reproduction en captivité de plusieurs espèces d'oiseaux de proie, j'ai besoin, pour fournir à cette demande-là, j'ai besoin de produire mes propres cailles, OK, pour nourrir tous ces oiseaux-là. Maintenant, une personne qui possède un seul oiseau n'a pas besoin de se lancer dans la reproduction en captivité de cailles ou de poulets ou quoi que ce soit. On a des endroits où est-ce qu'on peut aller se chercher, justement, s'approvisionner en nourriture, puis stocker ça dans des congélateurs, tout simplement. Bon, comme j'expliquais, comme je t'ai demandé au départ, qu'est-ce qu'on fait avec un oiseau de proie? On s'en va pas, quelqu'un qui a un appartement, il n'ira pas, encore une fois, s'acheter un oiseau de proie. Il faut entraîner ça tous les jours pour que l'oiseau garde sa forme. Exactement. C'est au même principe que les animaux sauvages. OK? Les animaux sauvages vont voler à tous les jours, vont s'entraîner, vont courir, vont faire toutes sortes d'activités physiques justement pour être en forme, pour fuir les prédateurs. Dans le cas des prédateurs, c'est la même chose. Ils doivent être au moins aussi en forme que le gibier convoité, Claude. Donc, c'est la raison pour laquelle on va entraîner de façon quotidienne, OK? Au début, plus tranquillement, puis de plus en plus intensément, on va entraîner les oiseaux à chaque jour comme ça. Moi, je l'ai déjà mentionné ultérieurement, mais ce que je trouve vraiment particulier chez toi, c'est que tes oiseaux te suivent comme carrément un chien. Si on regarde les images qu'on voit présentement, où tu t'en vas dans le champ, ton oiseau, il fait des bonds, il vole, puis il marche dans le champ à côté de toi comme un chien. Puis tu m'as déjà dit qu'il n'y avait pas de lien affectif. Pourquoi il te suit comme ça? Ça a tout à voir, Claude, avec les techniques d'affêtage, justement, que j'utilise, OK, qui sont vraiment bien ancrées au niveau du comportement de l'oiseau, OK? Son appétit, son poids de vol, son poids de chasse, toutes ces grandes règles de la fauconnerie sont respectées, OK? Donc, le seul contrôle qu'on a sur un oiseau de proie, c'est par son appétit et les associations qu'on va faire avec la nourriture et l'équipement. Donc, c'est ce que j'enseigne, moi, ici, au Centre de fauconnerie. Et on recherche le succès. Au niveau de l'oiseau, il faut assurer le succès, puis la réponse immédiate aussi. C'est que l'oiseau reste en santé. Exactement. Dan, on va se revoir dans une prochaine semaine. Il y a encore plein de questions qu'on veut te poser sur la fauconnerie au Québec. Donc, on va inviter les gens à prendre ton numéro de téléphone et le site Internet qui apparaît au bas de l'écran pour être capable de te contacter. Merci, Claude. Merci. Ça fait plaisir. Dan, bonjour. Bonjour, Claude. Dans notre recherche au niveau de la connaissance de la fauconnerie, il y a des espèces d'oiseaux qui volent très bas, d'autres qui chassent très, très haut. On le voit dans la chasse et la pêche, on voit toujours des oiseaux de proie. Puis il y a des oiseaux qui volent différemment. C'est quoi justement la grande différence des différentes espèces et de leur type de chasse respectif? En fait, chaque oiseau de proie est adapté à un habitat en particulier, OK? Quand on parle des faucons, on parle des oiseaux de haut vol. Eux, ils ont besoin, comme environnement, un étendue très, très large et dénudé d'obstacles. OK? C'est ce qu'on appelle les oiseaux de haut vol. On va principalement utiliser les faucons pour chasser le gibier d'eau, par exemple, ou les perdrix, les faisans, etc. Okay. Mais pour être capable d'évoluer, comme je disais, ils ont besoin de grandes étendues dénudées. Au niveau des oiseaux du bas vol, OK, on parle des éperviers, des buses et des aigles, bien, on va davantage être capable de chasser dans des territoires plus fermés ou semi-découverts. OK? Dans les forêts, avec les buses, le lièvre, la perdrix, les tétras, etc., on va utiliser des oiseaux de poing qu'on appelle les buses, les éperviers. Bon, bien sûr, on dit toujours un oiseau de proie, une des grandes caractéristiques, c'est leur vue. Parce que dans le fond, c'est juste comme ça qu'ils vont déterminer le rongeur qui va courir ou le lièvre. Ou eux autres, ils voient des choses que nous autres, on ne voit pas, là, carrément. Exactement. Les oiseaux de proie ont une vue supérieure à l'homme. Donc, c'est pas surprenant qu'ils sont capables de débusquer ou de repérer un gibier là, bien avant que le chasseur l'ait vu. Là. Bon,
Par contre, quand on va vouloir chasser avec un oiseau de proie, c'est comme un bon chien de chasse, finalement. C'est toi qui vas débusquer la bête en question et qui va lancer ton oiseau à l'assaut de cette proie-là. En fait, avec les techniques d'affêtage, c'est que l'oiseau va reconnaître le gibier convoité comme source de nourriture. OK? Ce qui va enclencher une poursuite. Donc, moi, je deviens tout simplement un témoin chanceux d'une scène qui se passe à chaque jour dans la nature. Bon, par contre, on disait, j'ai déjà entendu ça, que c'était peut-être une fois sur 8, une fois sur 10 où ça réussissait. Donc, vous n'êtes pas les fauconniers, vous n'êtes pas des gens, des prédateurs qui allaient dans le bois justement pour dire « je reviens avec 10 perdrix, moi, là. » On va davantage chercher à comprendre les qualités des oiseaux, comprendre l'environnement, la dynamique entre les proies et les prédateurs, OK? Plutôt que de chercher à remplir la gibassière, évidemment. Là. Parce que quand vous partez le matin avec votre oiseau, là, tu pars le matin, tu l'as pesé le matin, mais toute la journée, il va voler avant de trouver la première proie. Lui, là, théoriquement, si on était en situation de chasse, est-ce que tu lui laisses manger un gros canard au complet, un gros lièvre au complet, une grosse perdrix au complet, ou si tu dis non, tu vas en manger un petit peu, puis après ça, je te l'enlève? Bien, ça ressemble à ça. C'est sûr qu'initialement, à l'affêtage initial, on va laisser l'oiseau avoir une meilleure expérience possible. Donc, on va lui laisser avoir des bonnes gorges chaudes, qu'on appelle une bonne quantité de nourriture sur les proies, dans ses premières proies, si vous voulez. Par la suite, on veut extensionner la chasse. Donc, on va rationner l'oiseau, on va le reprendre au point, on va faire la substitution entre le gibier et puis le gant pour être capable de retourner en mode de chasse encore une deuxième fois. Dan, je pense qu'il y a peut-être plein de choses que tu pourrais mentionner, que tu pourrais nous expliquer. C'est pour ça que tu as un centre ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans ton sous-sol, on est dans ta salle de cours, ça ne sert à rien d'avoir un grand décor. Tu fais quoi au juste ici au Centre de fauconnerie traditionnelle du Québec? En fait, on donne de l'instruction à des gens qui sont intéressés soit par les oiseaux de proie ou la chasse, la fauconnerie comme telle. Donc, il y a toutes sortes de gens vraiment qui viennent ici. J'ai des gens, des biologistes, j'ai des gens qui travaillent dans des parcs animaliers comme fauconniers de spectacle. Aussi des gens qui veulent faire de l'effarouchement, OK, pour le contrôle des nuisibles et de la petite faune envahissante, etc. Donc, c'est vraiment un centre où l'information, c'est une source d'information très importante là, pour les gens qui veulent entreprendre une relation avec les oiseaux. Bon, le numéro de téléphone que tu pourrais donner, et nous, on va marquer le site Internet au bas de l'écran. OK, c'est au 418-475-4134. Merci beaucoup, Dan. Une prochaine semaine, je voudrais en savoir un peu plus sur le type d'oiseau que tu gardes ici maintenant au Centre de fauconnerie traditionnelle du Québec. Très bien, Claude. Dan, bonjour. Bonjour, Claude. Dan, aujourd'hui, on va parler de types d'oiseaux de proie, parce qu'on a plusieurs types. Dans les dernières semaines, on avait à côté de nous un oiseau de proie qui avait un casque protecteur, donc parce qu'il était plus nerveux. Puis là, on en a un autre qui, lui, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. C'est quoi la différence des deux oiseaux là, dans leur comportement? OK. Les oiseaux qu'on a vus avant, avec un chaperon sur la tête, c'est tout simplement un chapeau en cuir, OK? C'est que les oiseaux de proie sont des oiseaux extrêmement visuels, des animaux très visuels, donc on doit les protéger des stimuli extérieurs, OK? Pour les garder calmes, pour pas qu'ils soient stressés. Éviter les blessures et les maladies, etc., causées par le stress. Okay. Une buse de Harris, comme je tiens ici, c'est beaucoup moins stressé, beaucoup plus coopératif. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de le chaperonner, qu'on dit. Okay. On va plutôt utiliser une boîte de transport qu'on va placer l'oiseau sur ce perchoir-là pour le promener en auto, par exemple, pour aller sur le territoire de chasse, entre autres. Bon, on a parlé de l'intelligence parce qu'on disait que ça s'apprivoise pas. Cet oiseau-là, il reste avec toi comme ça parce qu'il attend de la bouffe, il sait que tu es son maître et qu'éventuellement, il peut avoir de la bouffe? Au début de l'affêtage, OK, l'oiseau a comme principal, je dirais, contrôle qu'on a, c'est par son appétit et par la nourriture, OK? Par la suite, ce qui prend des mois et des mois, c'est l'apprivoisement. L'oiseau devient habitué à peu près à n'importe quelle situation de la vie de tous les jours d'un être humain. Okay. OK? Mais ça prend vraiment des mois et des mois. Bon, on remarque, comme je t'ai mentionné déjà, et je veux que tu reviennes sur le dossier, je veux que tu nous dises que tu es bon.
Parce que tu es bon, tu dois être bon. Ces oiseaux-là, ils te considèrent. On remarque que les oiseaux te gardent dans leur environnement sans être agressifs, rien. Ils vont vers toi, ils restent calmes. On les a vus en situation de chasse. C'est extraordinaire le comportement qu'ils ont avec toi. Il doit y avoir une raison, même si on dit qu'il n'y a pas de lien affectif. En fait, moi, je deviens leur partenaire de chasse, OK? Donc, l'oiseau apprend à profit que lorsqu'il me suit, je vais débusquer du gibier. Ou encore, ils vont être servis au point une ration de nourriture. Ou dans le cas des faucons, des oiseaux de haut vol, vont avoir une ration sur le leur. Donc, ils apprennent à tirer profit de ma présence, en fait, lorsqu'on est en situation de chasse. Bon, quand on s'en va en chasse avec ça, là, si on chassait aujourd'hui, on part, on s'en va dans le bois tous les deux, tu traînes ton oiseau, ça se passe comment? Là? Si on le fait, l'exercice, on va l'expliquer? Bien, tout simplement, je vais tout simplement laisser aller mon oiseau. Une fois rendu sur le terrain, je le laisse partir dans les arbres. Lui, immédiatement, va se mettre en mode qu'il va reconnaître en mode de chasse, tout simplement. Il va apprendre à me suivre, il va me suivre. Je vais le rappeler aux côtés de moi lorsqu'il est trop loin, OK? Parce que si j'ai à lever une perdrix ou un lièvre, par exemple, je veux qu'il soit quand même assez près pour être capable d'aller le capturer. Hein? Bon, lui, dans le fond, il se fie sur toi pour dénicher la bête. Il se fie sur toi. Exactement. Je suis un pourvoyeur. OK? Je vais pourvoir. Tu vas pourvoir à ses besoins. Pourvoir à ses besoins. Je vais dénicher le gibier. OK? Puis lui, il va partir après. Bon. Ce qui est étonnant, il n'y a pas de corde. Encore une fois, il n'y a pas de. Tu dis qu'il ne t'aime pas, puis pourtant, il te suit à la trace comme un chien. Moi, je dis, j'ai un oiseau comme ça que j'ai payé 1000 $ et plus, et il s'en va en pleine nature, puis il n'y a pas de danger qu'ils disent, non, aujourd'hui, je m'en vais de mon maître. Non, il reste vers toi. Et ça, c'est ce que je trouve extraordinaire. Si on est constant dans notre affêtage, OK, quand on fait... La fauconnerie, là, c'est un art qui se transmet d'un fauconnier à un autre. On n'apprend pas ça dans les livres, OK? OK. Donc, si on apprend d'une personne que ça fait 15 ans qu'il pratique l'art de la fauconnerie, mais qui ne comprend pas ce qu'il fait, ou qui le comprend mal, ou qui l'applique mal, on va toujours perpétuer ces mêmes erreurs-là. Si on apprend d'un fauconnier qui sait ce qu'il fait, OK, bien, on va toujours assurer le succès comme ça, puis les gens vont vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils font. Mais toi, tu es un autodidacte dans ce domaine-là. Tu as appris tout seul? Bien, en fait, j'ai dû me débrouiller seul, étant donné qu'il n'y avait pas de ressources à l'époque. Hein, au Québec, on parle des années 80, début 80, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait aucune ressource, aucune référence comme telle au niveau des oiseaux de proie au Québec. Donc, j'ai dû m'acquérir de ça là, petit à petit sur le tas. Et puis, Bon, on a vu dans tes volières que tu as bien sûr du mâle et de la femelle. Quelqu'un qui veut acheter un oiseau, on n'achète pas ça, on ne fait pas comme un chien, on n'achète pas ça pour la reproduction, là. On ne dira pas, ben, je vais acheter une femelle, ben, je veux finir par avoir des petits, je vais le faire accoupler, puis je veux me partir à mon propre élevage. Est-ce qu'on va acheter un mâle ou une femelle selon leur capacité à chasser, ou finalement les deux ont la même capacité? Finalement, ce qu'on va faire, le choix du sexe de l'oiseau, OK, va aller, et de l'espèce, ça va aller selon le type d'habitat qu'on est capable d'aller chasser et puis le type de gibier qu'on veut chasser aussi. Okay. On va aller davantage avec une femelle, Buse de Harris, par exemple, si on veut chasser le lièvre. Si on va aller plus vers le faisan, vers les perdrix, tout ça, on va aller vers un mâle. OK? Étant plus petit, il est plus rapide, il est plus capable de tourner les coins plus rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. La femelle étant plus trapue, bien, elle est plus capable de maîtriser des grosses prises. Ce qu'on regarde au niveau d'une forêt dans laquelle on marche présentement avec ta buse, c'est que c'est très étroit et c'est des oiseaux qui ont une bonne envergure d'aile et ils passent à travers tout ça comme si rien n'était. En fait, la buse de Harris est presque... Elle s'appelle buse de Harris, mais c'est davantage un épervier qu'une buse. Elle a une queue extrêmement longue. Elle a toute la physionomie d'un épervier. Et c'est ce qui fait qu'elle est capable de se mouvoir comme ça là, au travers des forêts là, avec aisance. Là. Bon, même si on n'a pas le droit de dire qu'on pratique la chasse, toi, tu fais de la chasse dans le sens où tu as un domé, ce qu'on appelle un domé, oui. Et tu vas le faire chasser comme si vraiment tu faisais de la chasse pour t'amuser, mais tu vas entraîner tes oiseaux comme ça. Exactement. C'est ce qu'on appelle des leurres de fauconnerie pour habituer l'oiseau à chasser quelque chose, à poursuivre un objectif finalement. OK. Puis l'objectif final, c'est bien sûr, il faut que tu lui donnes de la nourriture. Exactement. Le seul contrôle qu'on a sur l'oiseau, c'est par son appétit. Donc, on doit associer chaque phénomène d'entraînement avec la nourriture. Juste en terminant, avant chaque vol, tu vas peser ton oiseau. Oui, on doit déterminer justement
quel est le poids de notre oiseau et on doit déterminer aussi la quantité de nourriture selon la température la plus basse d'une tranche de 24 heures qu'on va lui donner d'une journée à l'autre pour être capable de maintenir un poids de vol idéal ou un poids de chasse. On va revenir là-dessus parce que ça me l'air un peu compliqué, puis je veux être sûr que les gens comprennent bien. Fait que Dan, on se revoit la semaine prochaine. Puis on va bien sûr mentionner aux gens que l'adresse, le numéro de téléphone apparaît sur le bas de l'écran pour avoir plus d'informations sur ton centre et les cours que tu peux offrir. Oui. Merci beaucoup, Dan. Merci, Claude.